Secrétaire de cabinet, adjoint du ministre des Transports, mesdames et messieurs, distingués invités, recevez mes chaleureuses salutations. Et c'est avec un grand plaisir et une profonde reconnaissance que je vous souhaite la bienvenue à ce panel qui est consacré à un thème d'importance stratégique, un sujet crucial pour l'avenir de nos systèmes de transport et plus largement pour notre environnement économique et social. Alors, le thème que nous réunissons ce matin sur le troisième panel, comme l'a si bien dit la présentatrice, c'est quelles solutions pour protéger l'usager face aux perturbations de la chaîne logistique. Vous savez, la chaîne logistique, la chaîne d'approvisionnement, pardon, un domaine qui est sous l'influence de plusieurs facteurs, facteurs à la fois économiques, facteurs logistiques, les infrastructures, l'administration, la réglementation, sans oublier les facteurs environnementaux et même les conflits géopolitiques. Alors, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir ici un panel d'experts exceptionnels qui ils sont aussi de divers horizons, à la fois du secteur public, secteur privé et même des organismes internationaux, qui vont nous éclairer à travers leur expérience, leur expertise et nous partager les perspectives. Ensemble, à travers ce panel, mesdames et messieurs, nous aurons l'occasion de réfléchir, d'échanger, d'imaginer comment l'usager est pris en compte dans la chaîne d'approvisionnement et plus largement dans la chaîne logistique. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter nos panélistes. Le premier panéliste vient du Maroc, un pays qui nous est très cher, qui nous a permis de démarrer l'année 2024 avec beaucoup de joie, qui vient du Maroc et il est là-bas en tant que chef de département modernisation des chaînes logistiques et l'Agence marocaine de développement. Mesdames et messieurs, accueillez M. Mohamed Amlash, s'il vous plaît. M. Mohamed Amlash. Je vous en prie, M. Mohamed. Le deuxième panéliste, il est le directeur des transports aériens à l'autorité de l'aviation civile. Il est expert en droit maritime et aérien, droit des transports aériens et relations internationales. Mesdames et messieurs, accueillez M. Azago Kwasi Germain. Et enfin, le troisième panéliste, qui est une personnalité dont la voix fait autorité dans le secteur maritime en Côte d'Ivoire, à la tête d'une structure qui participe à l'animation de notre système de transport international maritime. Mesdames et messieurs, accueillez M. le directeur général de CMA-CGM Côte d'Ivoire, M. Xavier Collignon. Ok, le drapeau étant ainsi dressé, nous avons différents domaines, le transport maritime, le transport aérien, et vous avez une vue globale avec un expert qui a, disons, un regard panoramique sur l'ensemble du système à travers son expertise, à travers les missions dans son agence. Je pense qu'avant de commencer, nous avons une petite présentation de 10 minutes que M. Amalish nous propose. Si la technique est prête, nous allons faire cette présentation de 10 minutes pour planter le record. Merci. OK. Allez, s'il vous plaît. Merci. Bonjour tout le monde, chers collègues panélistes, immeuble assistance. C'est avec grand plaisir aujourd'hui que je participe à ce forum international et salon africain des transports. Et je me joins à vous dans ces moments précieux de partage et de réflexion. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement les organisateurs pour l'aimable invitation. Invitation à ce panel qui traite d'une thématique assez importante et cruciale pour notre continent, à savoir quelles solutions pour protéger l'usager face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, que je vais essayer de la traiter en apportant bien sûr des éléments de réponse selon notre expérience au Maroc et selon nos éléments de réflexion bien sûr. La slide suivante, s'il te plaît.
Donc, avant de commencer, je pense qu'il est important, premièrement, de définir c'est quoi une perturbation des chaînes d'approvisionnement. Il s'agit d'une interruption, un ralentissement affectant le processus d'approvisionnement, de production ou de distribution des biens. Donc, plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de ces perturbations des chaînes d'approvisionnement, dont notamment que j'ai essayé de les classer en 3 catégories. Donc les facteurs politiques et économiques qui, à mon sens, sont très déterminants, à savoir donc les conflits ou bien une instabilité politique peut carrément paralyser des routes commerciales. Des crises économiques également, avec une dépendance excessive envers des fournisseurs spécifiques, peut également augmenter considérablement la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement. La deuxième catégorie de facteurs, bien sûr, c'est les facteurs sociaux et environnementaux, surtout avec l'évolution du comportement des consommateurs suite à l'expansion du e-commerce. Également des événements imprévisibles tels que les catastrophes naturelles, les pandémies à l'image de Covid-19 qui a montré explicitement la fragilité de ces chaînes d'approvisionnement. La troisième classe, c'est les facteurs organisationnels et technologiques. C'est en fait des facteurs qui sont internes et qui inclut les capacités logistiques qui sont parfois limitées. On parle de congestion des ports, l'inadéquation en général de l'infrastructure logistique, le manque de coordination entre les différents maillons de la chaîne, le retard également dans l'innovation et l'accès aux nouvelles technologies peuvent également fragiliser davantage les chaînes d'approvisionnement. Donc l'analyse de ces facteurs, en premier lieu, constitue une première étape, bien sûr, pour la définition des solutions adaptées. La deuxième. Donc, avant de parler sur les solutions, je pense également de jeter un coup d'œil sur le contexte actuel, qui est marqué par une conjoncture internationale fragile et incertaine, susceptible de provoquer encore des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, le rythme de la croissance économique, malgré sa reprise, enregistré en 2021 avec un taux de 6,3%, continue donc à avoir une tendance baissière et subit encore les effets des crises économiques. Avec une telle situation, donc, on enregistre également une très forte tension sur les prix des intrants industriels et des produits agroalimentaires. Le taux d'inflation s'est accéléré ces dernières années pour atteindre des niveaux astronomiques, soit 8% en 2022, 5,7% en 2023, contre une moyenne de 3% entre 2015 et 2021. Également au niveau du secteur de transport et la logistique, notamment le secteur de transport par conteneur, continue de faire face à de fortes perturbations, surtout avec la reprise économique après la période de Covid et l'augmentation des prix des conteneurs à des niveaux astronomiques, soit 6 fois le prix normal avant Covid-19. Donc ces éléments risquent malheureusement de s'inscrire également sur le long terme et de fragiliser davantage les chaînes d'approvisionnement. Donc, face à cette situation, les économies d'une manière générale s'orientent pour couvrir trois enjeux principaux, à savoir assurer la sécurité de l'approvisionnement et la résilience économique au choc mondial, permettant d'avoir une certaine agilité et adaptabilité face à ces changements structurels. Également, elle cherche à conjuguer entre stabilité sociale et croissance économique, surtout pour les pays en voie de développement qui subissent le plus gros lot d'impact dans les périodes de crise. Le troisième enjeu, bien sûr, c'est la compétitivité et l'attractivité économique pour un meilleur positionnement dans les chaînes de valeur mondiale. Comme vous le savez, donc, les périodes de crise constituent également des périodes d'opportunité. Les économies cherchent généralement à se repositionner stratégiquement pour gagner plus de parts de marché à l'échelle internationale. Donc, concernant les solutions, c'est ici quelques solutions qui peuvent aider bien sûr à atténuer les risques face aux perturbations des chaînes d'approvisionnement. Premièrement, c'est la nécessité de diversifier les sources d'approvisionnement afin de réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs uniques aux zones géographiques spécifiques. Cette diversification par la suite va limiter l'impact des crises localisées et avoir plus de flexibilité. Également, le renforcement des stocks de sécurité, donc le maintien d'un niveau de réserve
surtout pour certains produits de première nécessité, donne donc de la marge au gouvernement, bien aux entreprises, pour absorber les chocs temporaires et continuer à répondre aux besoins. La troisième solution, à notre sens, c'est l'amélioration de la résilience et surtout la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, tout ce qui est résilience, donc la mise en place des mécanismes de soutien et des protections des consommateurs, des usagers. Sur la partie visibilité, c'est la mise en place des dispositifs de suivi et d'anticipation des risques. Donc, tout ce qui concerne une veille stratégique, suivi des marchés internationaux et avoir une action proactive par rapport à ce paramètre de risque. Donc, à notre sens, pour accompagner ces mesures-là, l'important, bien sûr, c'est interne. Il faut d'abord renforcer les capacités logistiques en développant des infrastructures logistiques modernes capable bien sûr d'apporter, de soutenir les solutions, également d'optimiser les process logistiques et avoir un tissu d'opérateurs performants capables de s'adapter rapidement à ces mutations qui touchent les chaînes d'approvisionnement. Donc, ce qui motive également sur la nécessité de renforcer encore les capacités logistiques, c'est que la logistique aujourd'hui, c'est un véritable levier au cœur de la souveraineté économique et offre en même des opportunités, même en période de crise. Comme vous le voyez, le marché mondial de la prestation logistique continue sa reprise et présente des perspectives de développement importantes, donc avec surtout la croissante demande en termes de ses prestations à l'international. Donc ce marché devrait principalement augmenter de 50% à l'espace de 8 ans, donc en passant de 1100 milliards de dollars en 2023 jusqu'à 1700 en 2031. Donc la logistique aujourd'hui n'est plus uniquement une affaire d'approvisionnement et de distribution, mais c'est une industrie à part entière qui contribue en termes de création de richesses, d'emplois, etc. Donc c'est un élément également d'intégration régionale qui améliore l'attractivité et permet une meilleure position des économies dans les chaînes de valeur mondiale. Et c'est un élément également qui favorise la résilience des économies. C'est passé. Donc au Maroc, conscient de l'importance de la logistique, le Maroc a su capitaliser sur les acquis majeurs de la stratégie nationale logistique pour plus de résilience et d'agilité. Donc le Maroc s'est doté d'une infrastructure, d'une manière générale, d'une infrastructure logistique moderne, y compris des ports de classe mondiale à l'image de Tanger-Med, que vous savez certainement. Des aéroports internationaux bien connectés, également un réseau ferré et autoroutier dense et étendu, à lesquels s'ajoutent bien sûr des avancées notables en matière de développement des zones logistiques avec un programme prioritaire qui vise l'aménagement de 750 hectares de zones logistiques à l'horizon 2028, répartis sur une dizaine d'unités sur l'ensemble du territoire marocain. Donc également au niveau digitalisation des processus, un effort important a été consenti à ce sujet. Donc jusqu'à aujourd'hui, donc on a 85% des procédures de commerce extérieur sont dématérialisées grâce à la plateforme Portnet, les guichets uniques des opérations import-export. Également en termes d'appui aux entreprises, après la clôture de la première édition du programme de mise à niveau logistique, on est en train également de travailler sur une deuxième édition qui sera lancée incessamment. C'est à travers laquelle on va essayer d'appuyer les entreprises marocaines sur un ensemble d'axes, y compris la digitalisation, la décarbonation, l'optimisation des process, etc. Donc, à travers ces éléments, le Maroc a su également améliorer son attractivité et il a diversifié l'offre de services sur le marché marocain. Actuellement, 14 prestataires 3PL du top 20 logisticiens mondiaux sont installés au Maroc. Sur la partie évaluation et visibilité sur le marché, donc, je cite notamment la mise en place d'un observatoire marocain de la compétitivité logistique qui a pour mission d'assurer les missions d'évaluation, des suivis des performances, le suivi même de la mise en œuvre de la stratégie, assurer une veille stratégique sur le secteur de la logistique d'une manière générale.
Donc avec ces réalisations-là, également plusieurs leviers sont également en perspective, notamment la structuration de la logistique urbaine pour essayer d'organiser les flux de marchandises en ville. C'est important parce que le coût logistique du dernier kilomètre pèse lourdement, il est aux environs de 20%. Également, promotion de l'externalisation et la mutualisation logistique pour favoriser, bien sûr, une bonne qualité de service et la massification des flux. On essaie également d'encourager les offres intégrées à forte valeur ajoutée pour donner la possibilité aux entreprises de bénéficier des économies d'échelle. On essaie également d'améliorer les pratiques logistiques pour essayer, bien sûr, par la suite de s'aligner avec les standards internationaux. Également, la continuité de la chaîne de froid est extrêmement importante, qui nécessite des installations spécifiques et de protocoles de contrôle qui sont stricts. Et bien sûr, le dernier enjeu, c'est la décarbonation, qui est un enjeu stratégique, bien sûr, pour l'accès aux marchés internationaux. Et on essaie, et elle prend de la place de plus en plus dans nos actions. Et la première des actions, on a essayé d'intégrer 2 produits au niveau du programme d'aide aux entreprises pour essayer de le faire à niveau concernant l'aspect décarbonation. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup, M. Amadji, donc, pour cette présentation qui présente déjà le décor. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le débat avec les autres partenaires. Alors, mesdames et messieurs, avec votre permission, au regard des contraintes que les organisations nous ont soumises et que nous sommes obligés de prendre en compte, nous allons avoir au maximum 30 minutes de débat avec les panélistes et par la suite, on va laisser la parole au public environ 10 à 15 minutes pour poser quelques questions. Alors, Monsieur Collignon, au regard de ce que nous venons de voir, est-ce que, alors, ces perturbations que M. Amala a présentées, comment ces perturbations affectent-elles les utilisations finaux en termes de coût, de disponibilité et de confiance? C'est bon, ça marche. Hein? Ça va. Monsieur le modérateur, d'abord, je voudrais remercier les organisateurs et les participants qui sont là à nous écouter aujourd'hui pour cette belle opportunité d'échanger sur un sujet qui est crucial puisque elle impacte chacun d'entre nous, j'oserais dire presque au quotidien. Hein? La logistique est quelque chose qui nécessite beaucoup d'anticipation, hein, de prévision, d'analyse, et elle souffre très difficilement, hein, le grain de sable dans les rouages. Et donc, à chaque fois qu'on se trouve devant une situation exceptionnelle, eh bien, ça impacte à l'autre bout de la chaîne, hein, les utilisateurs ou les usagers, pardon, tels que c'est décrit dans la problématique d'aujourd'hui. Et donc, il est intéressant d'en discuter. Il est intéressant de voir comment on peut minimiser les impacts, également économiques, tels que vous le mentionnez dans votre question. Et ça, c'est forcément le fruit d'une réflexion commune. Bon, comme il vous l'a été indiqué, je dirige CMA-CGM en Côte d'Ivoire. Nous formons cluster avec le Burkina Faso également. Donc, nous parlons ici de l'industrie maritime, le transport maritime principalement. Le groupe CMA-CGM a également Seva Logistics en Côte d'Ivoire qui assure le volet logistique et donc toute la partie à l'intérieur des terres, hein, y compris vers le Burkina Faso, dans ces domaines intermodaux que vous imaginez, que ce soit aérien, ferroviaire, etc. Nous couvrons San Pedro et Abidjan, hein, et donc ce qui nous permet d'être au plus près des principaux secteurs d'activité, notamment l'export du cacao, des noix de cajou, etc. Alors, au regard de la question qui est posée ce matin, je pense qu'il faut bien resituer la problématique telle qu'elle a été évoquée d'ailleurs par mon prédécesseur, parce que c'est ce travail d'anticipation qui permet de trouver des bonnes solutions. Et moi, je vois 3 points qui sont primordiaux pour résoudre la question. La première, c'est tout d'abord anticiper. C'est ce que nous faisons aujourd'hui en réfléchissant. Anticiper, c'est-à-dire impliquer l'ensemble des acteurs de la chaîne. Et dans mon domaine, notamment dans le transport maritime, la chaîne, elle va du producteur
qui produit cette commodity qui va être exportée ou qui va être importée, puis son chargement au niveau terrestre, puis son chargement au niveau maritime, que ce soit à travers l'infrastructure portuaire, le porte-container, le déchargement, puis l'acheminement jusqu'au bout. Donc, nous parlons bien de la chaîne de bout en bout. Et cette anticipation, elle doit se faire avec tous les acteurs autour de la table, de manière à éviter, ou plutôt de manière à identifier tous les risques ou toutes les menaces de grains de sable dans les rouages, comme je le disais tout à l'heure, pour en trouver des solutions par anticipation. Nous, les transporteurs maritimes, vous imaginez bien que quand il y a une tempête au large d'une côte, il faut qu'on ait anticipé des solutions. C'est pour ça que la partie technologique, notamment les prévisions météorologiques, doivent nous permettre d'anticiper les routes, etc. Vous imaginez bien que quand les États décident de réglementations particulières sur la décarbonation, par exemple, nous devons anticiper ça et acquérir des bateaux qui permettent de contribuer à la lutte contre la carbonation à travers le monde. Et donc, par exemple, CMA CGM est en train un carnet de commandes de 130 bateaux jusqu'à 2028 qui lui permettra de diminuer son empreinte carbone et d'atteindre les objectifs qui sont fixés, c'est-à-dire zéro net carbone en 2050. Voilà. Ça fait partie de ce que j'appelle l'anticipation à haut niveau, éventuellement au niveau stratégique, mais au niveau local. Et cette anticipation, elle se fait aussi à travers la formation, à travers la recherche. CMA CGM soutient un incubateur de start-up qui s'appelle The Box, West Africa, qui est à l'Ivoire Trade Center, juste à côté d'ici. Cet incubateur de start-up, il a vocation à trouver des solutions originales en soutenant des start-up qui elles-mêmes apportent les idées de la jeunesse sur le monde actuel. Et donc, grâce à cette réflexion et cette anticipation, on va pouvoir faire face à ce qui est prévisible et parfois ce qui est imprévisible. Et là, on arrive au niveau de l'action et de la réaction. C'est-à-dire que vous avez un grain de sable dans le rouage, comme je le disais tout à l'heure, qui va vous générer une situation que vous aviez anticipée, éventuellement ou pas, mais vous aurez pris des plans, des options B, si vous voulez, au fur et à mesure. Et vous allez être en mesure d'offrir à vos clients ou aux usagers des alternatives à une situation qui a été anticipée. Par exemple, je vais être concret, si vous avez un chargement avec un bill of lading, un BL, de 10 conteneurs, et que pour une raison X ou Y, le bateau qui devait les charger n'en a pris que 5, eh bien, à destination, il peut se faire que la réglementation locale ou que le désir du client soit de réceptionner les 10 conteneurs en un seul lot. Et donc, à ce moment-là, nous offrons la possibilité à nos clients de retarder les 5 premiers conteneurs qui seraient partis avant au port de transit pour attendre les 5 suivants, regrouper et arriver ensemble pour respecter la réglementation locale. Voilà. Je cite cet exemple, il y en a évidemment plein d'autres. Il y a notamment aussi sur tout ce qui est reefer, la possibilité avec les smart reefer de suivre au quotidien l'évolution, les données techniques du reefer qui va vous transporter des bananes, des mangues ou tout autre chargement qui nécessite un conteneur frigorifique. Et donc de savoir où il est, de connaître exactement l'ensemble des paramètres qui va vous permettre d'anticiper un défaut, soit en prévenant le consignataire, soit en prévenant la chaîne logistique, d'adapter les mesures pour éviter la catastrophe. Donc vous voyez, anticipation, action, réaction. Je vais peut-être arrêter là parce que je ne voudrais pas monopoliser trop la parole. Mais en tout cas, il y a beaucoup de développement. Je crois qu'on est un peu pris par le temps, mais au moins ces 2 points-là, ils sont essentiels. D'accord, c'est bien. Alors, monsieur Azago, un secteur assez quand même très sensible. Par exemple, tout à l'heure, dans sa présentation, monsieur Amalich a parlé de 3 paquets de facteurs. Moi, je prendrais par exemple le facteur, disons, contexte international. Et puis, avec une ouverture sur le contexte sanitaire.
Tout récemment, on a tous été témoins de la crise sanitaire avec la Covid qui a fortement perturbé l'ensemble du système, aussi bien le transport maritime que le transport aérien. Alors, comment est-ce qu'un secteur comme le secteur aérien a pu vraiment s'adapter à ce genre de perturbations internationales? Ok, merci encore, monsieur le modérateur. Avant de commencer, je voudrais rendre un vibrant hommage à monsieur le ministre des Transports, monsieur Amadou Koné, qui nous donne l'opportunité de pouvoir participer à ces événements qui font rayonner le transport aérien en Côte d'Ivoire, mais surtout en Afrique. Je voudrais encore une fois saluer mes homologues autour de moi qui sont des personnalités de qualité, mais surtout dire merci au public qui est en face de moi. Eu égard au titre et surtout aux compétences, ce sera quand même pour moi un exercice assez difficile. Mais on va essayer quand même de pouvoir apporter quelques solutions, des approches de solutions. On n'a pas cette prétention et on va quand même dérouler quelques approches. Ne vous sous-estimez pas, vous avez fait pleinement la capacité, allez-y. Merci, merci. Je voudrais quand même dire que mes prédécesseurs ont planté le décor. Il faut avant tout, si vous permettez, permettre de parler de ce que c'est que la chaîne d'approvisionnement. C'est d'abord mettre à disposition de transformateurs la matière première et suivre des processus, sinon des chemins jusqu'à arriver au consommateur final qui, dans notre thématique, est appelé usager. C'est quoi les perturbations? Mon homologue du Maroc l'a si bien signifié. Ça peut être des perturbations d'ordre politique, à commencer par des grèves notamment. Ça peut être des perturbations d'ordre environnemental. Et on sait aujourd'hui que l'environnement est un facteur assez fluctuant eu égard aux perturbations climatiques dans le monde. Et ça, on ne peut même pas en douter. Et souvent difficile à anticiper. C'est ça. Et le dernier, c'est les perturbations organisationnelles, souvent qui ne tiennent pas compte de l'évolution ou bien qui tiennent compte souvent d'infrastructures qui sont arrivées à saturation. C'est ça. Alors, pour parler de solutions, je voudrais, comme l'avait si bien signifié, prendre l'exemple que la Côte d'Ivoire a si bien vécu, et comme tous les pays du monde, c'était la crise sanitaire liée à la Covid-19. Tout à fait. Le 20 mars 2020, il y a un arrêté qui ferme les frontières aériennes, terrestres et maritimes. Exact. Mais on pourrait se dire que l'État s'arrête, mais non. Les frontières sont fermées pour le transport de personnes, mais pas pour les marchandises, parce que le ministre des Transports a bien pris conscience que l'État doit continuer et il faut pouvoir acheminer en Côte d'Ivoire les équipements pour faire fonctionner l'industrie. Il faut pouvoir acheminer les médicaments qui vont permettre de soigner les Ivoiriens. Et donc, c'est cette riposte sous le contrôle du gouvernement qui a permis de pouvoir faire continuer l'industrie ivoirienne, mais surtout apporter une riposte, je dirais, réactive à cette crise sanitaire. Et le secteur aérien a été vraiment contributif parce que nous avons enregistré plus de 450 vols dits humanitaires pour pouvoir créer des couloirs sanitaires et apporter aux populations ivoiriennes, je dirais, les équipements, les biens et même les vivres pour pouvoir faire avancer l'État. Donc voici de manière, je dirais, illustrée, un exemple pour faire face à une crise et apporter des solutions concrètes aux populations. Merci beaucoup. Alors, on voit bien qu'il faut savoir s'adapter à certains chocs. Vous avez parlé de la crise sanitaire, mais il y a aussi des conflits géopolitiques. On voit aussi ce qui se passe à l'international avec la crise, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui perturbe de manière profonde vraiment la chaîne logistique. Alors, l'usager final, on cherche aujourd'hui, le débat concerne l'usager. Comment le protéger? Vous avez parlé de facteurs économiques, vous avez parlé de facteurs environnementaux. Alors, les solutions, M. Amalej, dans votre réflexion, lorsque vous élaborez les plans logistiques, tout ça,
quelles sont les solutions vraiment les plus significatives que vous mettez au devant et puis que vous débattez le plus souvent avec les dirigeants? Est-ce qu'il y a des associations d'usagers qui participent à cette réflexion et quelles sont leurs principales préoccupations? Oui, effectivement. Comme vous le savez, la stratégie nationale de développement de la compétitivité logistique a été conçue bien sûr en se basant sur un processus de concertation avec l'ensemble des intervenants, y compris les professionnels, les institutionnels. Mais l'objectif ultime, en fin de compte, c'est l'usager, c'est le consommateur final, c'est de lui permettre d'accéder aux produits finaux avec un prix abordable, d'une qualité importante, etc. Donc, le travail était notamment au moment de la conception de la stratégie a été focalisé sur des concertations avec le secteur privé et l'ensemble des associations professionnelles représentant les principaux secteurs productifs au Maroc, à savoir le département du commerce, de l'industrie, avec les différentes branches d'activité, l'agriculture également et de la pêche maritime. Donc on a essayé bien sûr de concerter avec tout le monde. Et la feuille de route, il est clair. Donc, elle repose sur des axes qui sont stratégiques, qui ont pour objectif, en fin de compte, c'est de réduire l'éco logistique qui perd lourdement ni sur le consommateur, ni sur la facture logistique marocaine, qui est de l'ordre de 20% du PIB. Également, on essaie d'augmenter la contribution de la logistique au PIB, ce qui va par la suite améliorer l'accès aux revenus municipaux des populations et par la suite augmenter même l'emploi grâce à la création de sites richesses. Et le troisième composante, c'est l'aspect environnemental, c'est à travers, donc on essaie de réduire l'empreinte carbone comme impact indirect de la massification des flux au Maroc. Donc c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce point. D'accord, ça passe. Monsieur Koulouniou, nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique, la digitalisation. Le 21e commence 21e siècle a démarré avec la forte digitalisation de tous les services. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'IA, d'intelligence artificielle. Alors, est-ce que vous avez recours à ces outils-là? Et vous pensez que ça peut être une solution, des pistes de solutions à explorer afin de vraiment atténuer ces perturbations? Avez-vous des cas concrets dans ce domaine-là à nous présenter? Absolument. Vous évoquiez, est-ce que vous me demandez si j'ai le goût? Je crois que ce n'est pas une notion de goût, c'est une nécessité. Hein, c'est une vraie nécessité. C'est une nécessité, pourquoi? Parce qu'on évoquait tout à l'heure l'anticipation, la réaction, l'action, etc. Ça, c'est évidemment capital. Mais vous pouvez aussi fluidifier toute la chaîne de distribution grâce à la digitalisation notamment. Vous imaginez, il y a 50 ans, le Bill of Lading, l'acte crucial et particulièrement important dans le transport maritime, se faisait à l'aide d'une rotative, le polycopieur, vous savez, avec la feuille de carbone, etc., et s'envoyait au mieux avec un fax, et sinon par courrier, et mettait quelques semaines à arriver. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on en est avec l'IBL, le BL électronique, qui a la même valeur que le document papier. Alors évidemment, ça nécessite un certain nombre de précautions, puisque malheureusement, il y a toujours des possibilités de contourner la légalité du papier, mais ces solutions, elles doivent être trouvées, notamment grâce à l'intelligence artificielle, pourquoi pas, pour faire en sorte que tout fonctionne avec le maximum de sécurité pour le bien des usagers. Tout à fait. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'e-payment. Avant, il fallait faire le virement ou amener l'argent, vous savez, des valises de billets pour pouvoir payer le fret. Aujourd'hui, vous faites ça directement sur Internet, sur les plateformes adaptées, et en quelques clics, vous avez effectué votre virement. Donc ça contribue à limiter le temps d'exposition au risque de perturbation. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est tout à l'avantage de l'usager. Voilà.
Si vous me permettez, je voudrais juste rajouter un dernier point sur c'est ça. La technologie, la digitalisation, c'est capital. Puisqu'on doit avancer vers le 21e siècle, je dirais même on va avancer vers le 22e siècle. Vous savez que CMA-CGM a fait un partenariat avec Google pour pouvoir développer l'intelligence artificielle avec ses réflexions, etc. C'est capital. Mais moi, je voudrais souligner aussi l'importance du lien humain entre les différents acteurs pour réagir aux situations exceptionnelles. Vous avez une situation exceptionnelle, vous vous mettez autour d'une table et ensemble, avec les acteurs, vous allez trouver la meilleure des solutions. Et la meilleure des solutions, c'est celle qui est à la fois efficace, moins coûteuse et qui vous permette de satisfaire le client au bout du compte. Et en l'occurrence, ce que nous faisons, nous, c'est que régulièrement, nous associons nos clients de manière à trouver avec eux des solutions aux problèmes qu'ils ont identifiés. Nous faisons ce que nous appelons le Customer Journey Mapping, en demandant à nos clients de venir et en échangeant et en trouvant des solutions ensemble. Voilà, donc la digitalisation, c'est capital. L'intelligence artificielle, c'est fondamental aujourd'hui. N'oublions pas le caractère humain qui doit rester aussi un point important de notre activité. Oui, M. Azago, justement, on parlait de digitalisation. Alors, ici, revenons dans notre contexte ivoirien en Côte d'Ivoire. Alors, comment est-ce que vous discutez avec les autorités publiques afin de prendre en compte cet aspect-là dans le transport aérien, la digitalisation, l'IA en particulier? Okay. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais avant tout dire que la Côte d'Ivoire expérimente et vit justement cette transformation structurelle au niveau de la digitalisation. Sous l'égide du ministère des Transports, ce n'est pas seulement le secteur aérien. Oui. Nous voyons des plans de mobilité intégrés à travers des barrages intelligents pour pouvoir fluidifier la circulation routière. Nous voyons des systèmes de transport fluviaux qui sont en train d'être éprouvés. Nous voyons le transport maritime qui est en train d'être développé davantage. Nous voyons les aéroports de l'intérieur qui sont en train d'être modernisés et apporter une valeur ajoutée au maillage du territoire ivoirien. Tout cela se fait dans un plan intégré sous l'égide du ministère des Transports. Et ces solutions sont concrètes et je ne pourrais pas en dire plus. Ce que je voudrais apporter comme contribution, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous devons retenir, c'est qu'on ne peut s'en passer de l'intelligence artificielle pour pouvoir apporter des solutions concrètes dans le système perturbé. Ce que nous pouvons dire précisément, c'est qu'en termes d'approvisionnement de chaînes et de produits, il faut pouvoir, comme le DG l'a si bien signifié, anticiper. L'anticipation se fait à travers des outils avec l'IA, mais surtout avec des systèmes innovants comme dans notre domaine, les drones qui peuvent, de par des photographies ou des visuels aériennes, identifier, apporter des solutions, je dirais, préalables et concrètes dans le système digital. Bien entendu, c'est un système assez passionnant, mais il y a des côtés tout à fait pervers, j'imagine très bien. Alors, monsieur Amalachi, le côté pervers de l'IA dans la chaîne d'approvisionnement, vous qui êtes au cœur des politiques dans votre pays, quel est le côté pervers? Comment il fait face? Oui, effectivement, bien sûr, l'utilisation en général, les outils qui sont basés sur des méthodes statistiques, y compris l'IA, elle est fondamentalement liée notamment à la qualité de l'information. Il faut veiller à ce que nos bases de données soient correctes, de qualité extrême, pour avoir bien sûr des résultats et des anticipations qui peuvent nous aider par la suite à optimiser nos actions futures. Je pense donc d'instaurer une gouvernance de données, elle est essentielle, que ce soit au niveau d'entreprise, que ce soit au niveau des établissements publics ou bien des départements ministériels. Elle est essentielle donc pour se baser sur une information qui est assez stable et claire.
Merci beaucoup. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous sommes soumis à des contraintes de temps. On a abordé quelques aspects. Bon, nous allons, avec votre permission, nous allons permettre au public de poser une ou deux questions environ au maximum 10 minutes afin que voilà, nous puissions recueillir les avis sur ce qui a été dit. Ok, M. Zago, vous voulez ajouter quelque chose? Ok. Merci, monsieur le modérateur. Donc, avant de pouvoir passer la parole au public, nous voudrions de manière concrète proposer des solutions, comme cela est dit dans cette thématique. Les solutions, il faut les voir dans un système intégré. L'approche doit être systémique. Elle est avant tout institutionnelle. Il faut que l'État, justement, puisse poursuivre ce beau projet de moderniser les infrastructures, qu'elles soient portuaires, aéroportuaires ou routières, pour pouvoir drainer et surtout, comme l'ont dit mes collègues, renforcer le transport multimodal pour ne pas qu'il y ait de cassure dans la chaîne de logistique. Merci Moussa Zago. Alors, le panel précédent a largement parlé du transport multimodal. Je pense que d'autres thématiques aussi ça a aussi été abordé à travers d'autres panels. Alors, nous allons prendre une ou deux questions pour des contraintes de temps. Oui, s'il vous plaît, allez rapidement. Essayez d'être un peu bref dans votre question. Oui. Oui. Bonjour à tous. Moi, c'est M. Soumara Ibrahima. Alors, sur la question de la chaîne d'approvisionnement, quand on regarde les statistiques dans le secteur agricole, particulièrement en Côte d'Ivoire, on constate qu'il y a près de 40% de pertes post-récolte de façon annuelle. Et au niveau de la mangue, on a plus de 60% de pertes. Donc là, il y a des réelles questions à se poser sur l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement dans ce secteur-là. Est-ce que le secteur agricole, qui est pourtant clé dans nos économies, n'est pas oublié dans cette histoire d'efficacité logistique? Donc c'est ma question. Alors, je pense que c'est une question que beaucoup plus... nous allons peut-être demander à M. Coulon. Le secteur agricole en Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous intervenez dedans et comment est-ce qu'on peut limiter les pertes? Je ne suis pas sûr de mesurer l'impact de votre question au niveau maritime, puisque notre travail en tant que transporteur maritime, c'est de prendre les conteneurs que vous nous avez commandés et de les délivrer à destination pour que ça satisfasse aux besoins du client à destination et que le chargeur à l'origine soit effectivement payé, etc. Bon. Le secteur agricole, il est évidemment clé en Côte d'Ivoire. Enfin, je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour le dire. Moi, je constate que le cacao est la commodity clé de la Côte d'Ivoire, puisque c'est le premier producteur de cacao, que la noix de cajou également, que le caoutchouc est aujourd'hui en plein boom. Que la production de bananes est extraordinaire, parce que si je ne me trompe pas, la Côte d'Ivoire est le premier producteur de bananes d'Afrique. Donc l'agriculture et l'agro-industrie fait partie des priorités de l'État. Bon, nous l'accompagnons autant que nos clients nous le demandent. Je vais citer un exemple, les producteurs de bananes. Oui. La banane est une matière première qui est excessivement exigeante en termes de calendrier, de transit time. Et c'est à partir du moment où la banane est coupée, où le régime est coupé, on a une course contre la montre qui se déclenche pour que le consommateur final ait un produit qui soit acceptable à savourer. Bon. Merci. Et donc, merci beaucoup. C'est toute la chaîne qui est impliquée dans ce secteur-là, et grâce à des discussions permanentes avec nos clients notamment. Merci beaucoup. Il a parlé de conteneurs. Comme disait un expert, aujourd'hui le monde est en boîte. Donc nous encourageons vraiment nos acteurs, ou tout bien les chargeurs, que les transporteurs, vraiment à recourir à cet outil qui est très important, la containerisation. Aujourd'hui, on peut limiter les pertes si on a recours de plus en plus à la containerisation. Le transport par vrac, c'est bon, ça a ses avantages, adapté à certains types de produits. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on peut tout containeriser. Et avec la containerisation, nous avons la possibilité vraiment de réduire beaucoup les pertes. OK, une dernière question avant de clore.
Oui, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour, donc ma question justement à M. Xavier, en tant qu'un professionnel dans le maritime, donc là il parle des bananes, des conteneurs, et j'imagine il y a dedans toute une histoire en relation avec le transport frigorifique, hein, parce que je pense qu'il est très important. Est-ce qu'on est aujourd'hui par rapport à cette infrastructure? Parce que sinon, c'est une grande perte en termes de stockage des fruits d'une manière générale. Et puis, c'est des exportations vers l'Union européenne, là où ils sont très exigeants. Comment vous faites réellement pour réussir ce défi? Merci. Oui, monsieur. C'est une excellente question parce que le transport en conteneurs frigorifiques, c'est un défi permanent, hein, comme vous l'avez remarqué, que ce soit au départ, hein, au port de chargement ou pendant le transport et à l'arrivée au port de déchargement. Pourquoi c'est un défi permanent? Parce qu'on a un conteneur qui est plus simplement un simple amas de tôle assemblé pour transporter un chargement, mais on a une machine qui a besoin d'être alimentée en électricité pour fournir la température qui est nécessaire pour être au bon niveau en fonction du chargement pour pouvoir être conservé et respecter le contrat qu'on a avec le client. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on s'oriente de plus en plus vers ce que j'ai appelé tout à l'heure le Smart Reefer, qui permet de suivre quasiment en instantané, bon, évidemment la localisation du conteneur, mais aussi les paramètres de température du conteneur. Et on va même au-delà, parce qu'aujourd'hui, on est capable de fournir des conteneurs à atmosphère contrôlée qui régissent les différents paramètres, hein, de rafraîchissement, de circulation de l'air, d'équations chimiques à l'intérieur du conteneur pour étendre encore, hein, la durée de transport tout en maintenant le produit transporté. Et ça, je pense, c'est l'avenir, hein, et progressivement, on va y arriver. Une question qu'on peut se poser après, c'est que tout cela a un coût. Et donc, il faut forcément accepter de payer cette charge supplémentaire. Et ça, c'est le client, je pense, hein, qui analyse en fonction de la sensibilité, de la valeur du produit qu'il nous demande de transporter, de savoir si ça vaut le coup soit d'avoir le top du top en termes de réfrigération ou d'avoir un système un peu plus normal, hein, avec peut-être les risques associés. Et dans ces cas-là, notamment, il y a un certain nombre d'assurances qui permettent de faire face à ce genre de problème. J'espère avoir répondu à votre question. Et si vous voulez, on peut rediscuter après. C'est ça, justement. Alors, merci beaucoup. C'est une question assez passionnante. Oui, vous voulez réagir rapidement? Juste une minute, rapidement. Une minute. On continue rapidement. Mais aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez déjà des plateformes logistiques frigorifiques? Parce que quand vous dites les bananes, on parle du 5 degrés. Une fois, sinon, c'est du surgelé pour d'autres produits, on va dire. Donc, et là, je parle réellement en termes c'est-à-dire en amont. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une infrastructure qui permet de faire un stockage digne de son nom? Voilà, merci. Alors, bon, je pense qu'on peut continuer le débat, on peut continuer la réflexion. Ou bien on vous laisse 30 minutes pour rapidement réagir à cette dernière question. Juste 30 minutes, 30 secondes, pardon. Juste 30 secondes pour réagir et puis après... Écoutez, en ce qui me concerne, il me semble que nos clients ont l'infrastructure nécessaire. Maintenant, est-ce que c'est l'infrastructure qui correspond aux besoins de la Côte d'Ivoire dans 10 ans ou dans 20 ans? Là, je ne peux pas vous répondre parce que la technologie va évoluer, hein, dans tous les domaines, que ce soit la rapidité du transport justement ou la qualité technologique. Et donc là, je réserverai ma réponse. Merci beaucoup. Alors, messieurs les panélistes, avec juste 20 secondes à chacun pour le mot de fin. Allez-y. 20 secondes pour donner toutes les tables.
Merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir de partager avec vous. Ce que je veux vous dire, c'est travaillons ensemble. Notre continent mérite plus que ça. Il faut s'améliorer davantage et essayons d'avancer ensemble. Merci beaucoup, M. Amalès, pour votre concision. Monsieur Azago. Ok. Merci beaucoup. Encore une fois, en termes de solution, mon jeune frère a touché un point d'honneur, c'est la réduction de la chaîne d'approvisionnement entre les producteurs et les consommateurs. Dans le secteur ivoirien, l'économie agricole doit pouvoir être structurée, les produits transformés et disponibles aux populations. C'est l'exemple des ports secs de Féké qui permet de pouvoir acheminer de manière efficace les provisions et autres denrées. Pour terminer, la perversité de l'IA, c'est vrai, mais l'homme est au centre de toute activité. Tout à fait. Et l'IA n'est qu'un instrument. Pour terminer, le moment de fin, c'est une solution concertée entre État, secteur privé et associations de consommateurs pour un cadre concerté pour des solutions efficaces. Merci. Sans oublier la responsabilité de chacun. Merci beaucoup. Oui, monsieur Coulon, vous avez... Voilà, ok, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, le débat est assez passionnant. Alors, j'invite le public à échanger avec les panélistes. Vous pouvez prendre leurs contacts et poursuivre le débat entre vous dans différentes circonstances. Alors, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce panel et je vous remercie pour votre aimable attention.